Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est le labo où l'on regarde, on analyse et où très souvent, soyons francs, on souffre devant les films qui sont pourtant censés nous faire marrer. Aujourd'hui, on va analyser, car il n'y a pas d'autre mot, Vive la crise de Jean-François Davy avec Jean-Claude Dreyfus, Jean-Marie Bigard et aussi plein d'autres acteurs. Ce film est un peu ma boule. Je suis Daniel Andriev et mon équipe de critiques ce soir est Hugo Alexandre. Salut Daniel. Et Max Besnard. Salut Daniel. Licencié. Licencié voulait dire viré. Les salauds! Ils ont réduit mon RSA de moitié, c'est à cause de la vente des petits avions. Avis d'expulsion. Du travail? Où ça, du travail? J'en tire les conclusions en décidant de mettre fin à ma fonction présidentielle. Montrez-moi votre stylo. Votre stylo manque d'ambition. Alors tu peux aller te faire foutre avec tes réflexions de merde! Laissez-moi passer! Je sais, vous n'avez pas le droit. Pas ta gueule! Que je pétais la gueule à un putain d'ordinateur, toi! Est-ce que t'as déjà pété la gueule à un putain d'ordinateur? Alors, ce qui est cool, c'est que je vous sens plus rigoler que pendant le film. Et alors, un peu le pitch, un petit peu. Téléportons-nous en 2025. Marine Le Pen multiplie ses mandats, mais finalement démissionne car elle n'a pas pu faire passer une loi anti-tabac. Et ça, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et voilà, elle démissionne et on se retrouve plongé dans la vie de quelques marginaux, dont un qui s'appelle Montaigne et l'autre s'appelle La Boétie. Et alors, je vous cache le mythe tout de suite, c'est Jean-Claude Dreyfus et Jean-Marie Bigard tout de suite. Mais arrêtez de rigoler, c'est vraiment le film. Et je sais pas comment raconter ce truc. Qui veut se lancer? Hugo, je te sens inspiré. C'est c'est très sympa de ta part. Non, oui, c'est une espèce de film choral avec plein d'acteurs un peu sous-exploités, mais peut-être à raison finalement. Et en fait, c'est une sorte de sous le louche, mais un Lelouch qui aura un peu la fièvre, qui serait un peu malade. Et donc du coup, merde, t'as déjà vu le dernier Lelouch déjà? Non. Ah, il a passablement la fièvre déjà. Ouais. C'est pire que ça parce que franchement, je sais pas. Honnêtement, ce film est beaucoup plus sympathique que le dernier Lelouch, si tu veux mon avis. Mais ça veut pas dire qu'il est meilleur. Non, mais en fait, c'est un cinéma qui se veut un peu libre, voire libertaire, et donc qui sort des petites punchlines un peu poétiques. En référence à l'actu parfois, de temps en temps même. Ouais, là, c'était clairement en référence à l'actu du coup, puisque ça commence par Marine Le Pen qui présente sa démission, donc avec une imitatrice qui double Marine Le Pen à la télé, ce qui est déjà, qui double très très mal Marine Le Pen. Je crois que c'était genre au casque qu'ils ont pris pour le faire parce que c'était vraiment pas possible. Et donc il y a cette galerie de personnages, dont Jean-Marie Bigard qui est un peu le fil rouge du film et qui vient de se faire virer par un ordinateur. Et en fait, le méchant du film, c'est l'ordinateur. Donc ça donne lieu à plein de petites considérations bien réactionnaires sur l'ordinateur. C'est sur le progrès. Et en fait, le méchant, c'est l'ordinateur. Et on ne saura jamais de quoi il est question exactement. Donc c'est très particulier, très très réac et très c'est pas drôle du tout en fait. Et alors, je reprends un peu le pitch pour toi, Max. Étienne, cadre de la climatisation nationale, se fait licencier et n'osant pas affronter cette réalité erre de bar en bar. Il rencontre alors Montaigne, agrégé de philo, qui mène une vie de bohème assumée. Il est clodo. Étienne devient alors la Boétie et ne se quitte plus. Les troupes de marginaux truculents et attachants vont se regrouper autour d'eux, s'appuyant alors sur l'article 1587, et c'est très important, notez bien, du Code civil. Il déclenche un joyeux foutoir et se retrouve le plaisir du bien-être de vivre ensemble. Ouais, je sais pas trop quoi te répondre là, tu sais. J'ai beaucoup réfléchi depuis que j'ai vu le film, je sais pas trop quoi te raconter. En vérité, moi ce qui m'a déjà le plus embêté, faut être tout à fait honnête, très pragmatique, c'est que je n'ai pas ri une seule fois. Je veux pas vous mentir, il y a pas une seule fois où j'ai ri. Là, je me marre parce que je repense au fait que j'ai pas ri, peut-être, ça doit être ça. Mais en vérité, pour moi, c'est pas du tout une comédie. C'est même un film assez. C'est plus une comédie. C'est censé être une comédie. Moi, j'ai plutôt trouvé que c'était assez tragicomique, alors si tu veux vraiment qu'il y a le mot comédie dedans. Ce qui m'a beaucoup embêté déjà, c'est qu'il y a très peu de moyens. C'est pas forcément un frein si le film est drôle et bien écrit, bien interprété, etc. Mais il y a très peu de moyens, je trouve qu'il y a assez peu, il y a peut-être beaucoup d'ambition, mais très peu de moyens derrière pour aller jusqu'au bout. En plus, c'est censé, alors
Hugo, tu disais que c'était un petit peu limite poétique. Moi, je trouve que c'est souvent très vulgaire. En fait, ça se veut poétique, mais ça ne l'est pas du tout. Alors, c'est justement peut-être ça que j'entends par le manque de peut-être d'ambition de moyens. La vulgarité est quelque chose d'assumé. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des espèces de répliques qui sont censées bien claquer. C'est-à-dire que je pense qu'elles ont été très écrites. Et par exemple, dans la bande-annonce, il y a une scène qui avait un certain potentiel où Bigard se retrouve face à une graphologue qui analyse son écriture et qui finit par dire votre stylo manque d'ambition. Donc c'est un peu marrant sur le papier. Et en fait, ça finit par Jean-Marie Bigard qui sort une grande phrase en disant mais comment vous pouvez parler comme ça aux gens, et on est censé s'indigner avec lui du fait que finalement cette société part à volo et tout. Et en fait, c'est là où je disais que c'est un peu poétique, c'est-à-dire, que ça se veut poétique, c'est que ça se veut une critique du monde dans lequel on vit, une critique un peu éthérée. Et en fait, il y a effectivement ces espèces de relents de un art de gauche un peu. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est cette espèce d'obsession pour le cul en fait qu'a Jean-François Davy finalement. Oui, parce que c'est un gars. Il a commencé sa carrière en faisant une trilogie érotico-comique, donc avec Banane Mécanique, évidemment, son premier film. Puis, le bien connu. Prenez la queue comme tout le monde, puis enfin cul, tout simplement. Prenez la queue comme tout le monde. Alors, et pas foncièrement cul. Il y a beaucoup de cul, mais c'est vraiment un vrai pamphlet libertaire. Il est assez porté sur le porno. D'ailleurs, il a fait un documentaire sur le porno qui avait été sélectionné à Cannes et tout. Et donc, c'est un peu. J'ai l'impression qu'il a envie de mettre un peu ça dans son film, et c'est vrai que ça sonne faux quoi dans ce film-là qui est pas du tout. J'ai souvent l'impression aussi que le résultat est à l'opposé de l'idée de départ. Ouais. Ça veut critiquer la société de consommation, ça met des SDF à peu près dans chaque scène. Qui se contentent de picoler, qui se contentent d'être injurieux, mais en même temps ils sont sympathiques, et en même temps ils trouvent des moyens pour toujours s'en sortir, et en même temps, je trouve que ça se prend les pieds dans le tapis tout le temps. Pour moi, c'est du bon sentiment à la française, c'est-à-dire le bon sentiment un peu populaire, c'est-à-dire tant qu'on a du vin et des potes. Tu vois, c'est ce genre d'esprit, et franchement, en tout cas, si c'était le but de restituer cet esprit-là, en tout cas, je trouve qu'il réussit. T'es en train de me dire que c'est une version cheap des petits mouchoirs? Non, les petits mouchoirs, c'est une variation sur un seul personnage, à savoir celui de Guillaume Canet. Alors que là, quand même, c'est plus nostalgique, un peu le temps où on pouvait baiser et boire. Ce genre de truc où tu dis finalement c'était quand même mieux avant, et donc c'est l'espèce de caution philosophique de Montaigne et de la Boétie, ça participe aussi de ça. Et on n'a pas parlé de la présence de Pirandello dans ce film aussi. Je sais pas si moi je n'osais pas en parler parce que j'ai peur que ça spoil. C'est quand même le plot twist complètement fou du film, hein. Vraiment. Alors on va s'écouter d'abord un petit extrait de blague ou de non blague peut-être, et après on en parle. Rien ne devrait nous être interdit que d'autres peuvent avoir. Voilà. Vous ne pensez pas que Michel Montaigne, Premier ministre, ce serait une chose formidable pour la France? Non, une invitation. À dîner? Non, à coucher avec vous. Vous n'en porterez pas au paradis, ça. On s'en fout. On n'est pas croyants. Il faut créer un nouveau mouvement, celui des désobéissants. Des désobéissants, non. Soyons résolus de ne plus servir et nous serons enfin libres. Je trouve quand même qu'on devrait tous avoir droit à un minimum de bonheur garanti. Alors, je vous ai bien laissé les petits violons jusqu'au bout pour bien donner l'idée de la poilade que ce film représente. Jules est mort de rire. Je pense que je vais aller le voir. Sauf si on lui spoil donc le plot twist. Allez, puisqu'on est là pour analyser. En fait, vas-y, lance-toi. Toi, ça a l'air de t'avoir bouleversé ton karma, Hugo. Non, parce que ça spoil vraiment. En fait, il le dit dans le dossier de presse que son film est un hommage à Pirandello, qui aimait bien jouer avec le fait que l'auteur puisse intervenir dans son œuvre. Et en fait, dans son film, à un moment, Pirandello débarque dans une chambre d'hôpital en disant c'est moi qui suis en train d'écrire ce film, et donc il les ressuscite tous. Les personnages se rebellent un peu face à leur auteur.
Et c'est vraiment un truc, ça a déjà été vu 1000 fois. On a l'impression j'ai l'impression que David a l'impression de faire ça pour la première fois au cinéma. Et en fait, on a vu ça dans le premier Edouard Baird venu, j'ai envie de te dire. Oui, ça ressemble vachement à Aquabond d'Edouard Baird dans le côté encore suicide d'un film en son milieu. En plus, le truc, c'est que pour jouer le rôle de Dieu, de ce Dieu-là, en tout cas, c'est Valentino Venantini, qui est donc un acteur quand même confirmé. Tu sens que c'est un vrai pur délire de cinéphile d'avoir pris un mec qui est quand même qui était dans les Tontons Flingueurs, quoi. Et ouais, il parsème son film de petites références vraiment bizarres, comme La fille avec les ballons. Il y a vraiment, tu sens que ce mec a envie de cinéma et que il est en train de faire son barreau d'honneur. Il y a beaucoup d'ambition en fait, mais je pense qu'il a pas les moyens de son ambition, et notamment les moyens financiers. Plus que financier, c'est l'écriture, quoi. Vraiment, il y a. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est vraiment de l'écriture du bricolage, quoi. Beaucoup on l'a entendu dans l'extrait quand il parle des 100 dents, là, tu sens que c'est une référence à l'actualité et qu'elle est droppée, mais comme le premier Nicolas Bedos venu, c'est vraiment, c'est débile. Mais il a voulu mettre beaucoup de choses, je pense, dans son film, et il y a par exemple cette histoire, cet arc avec le jeune couple qui se crée comme ça au cours d'une des premières scènes. Deux jeunes qui se rencontrent dans un bus. Alors le bus conduit d'ailleurs par Dominique Pinon, on y reviendra peut-être après. Mais ce couple qui se forme en l'espace d'un clin d'œil, et pendant tout le film il est là, ils se rencontrent, un quart d'heure après ils s'installent chez les parents du garçon. Et ils passent leur temps à baiser, et les parents rentrent dans leur piole. Ouais, et surtout, il y a sûrement un sens très très fort derrière. Moi je l'ai pas perçu en tout cas. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui sont censées avoir beaucoup de sens, mais il faudrait peut-être une fiche, une version commentée peut-être du réal, ça serait intéressant. Par contre, une version mais je suis très sérieux là pour audio commentée, je signe tout de suite, ou même qui redouble tous les personnages avec une intonation différente. Vraiment, il y a plein de en fait, ça ressemble à plein de bouteilles qui jettent à la mer, et en fait, si on tombe sur un truc, on suit le fil, et du coup. Et donc voilà, comme ce chauffeur de bus, donc le bus conduit par Dominique Pinon. Qui lâche des pensées on va dire plus ou moins philosophiques, en tout cas des grandes pensées sur la vie, en conduisant son bus dans Paris, en renversant des gens. Moi, je suis content de revoir Rufus aussi, qui est dans tous les films qui est dans tous ces films, et qu'on a vu aussi dans le dernier Lelouch, quoi, tu vois, qui est toujours là à balancer des bons mots d'esprit. C'est vrai. Ouais, c'est des acteurs à Lelouch dans ce film. C'est ce genre d'acteur qui joue que dans des films comme ça. Jean-Marie Bigard dans le dernier Lelouch, où il jouait le rôle d'un médecin philosophe qui fait Jean-Claude Dreyfus qui depuis une dizaine d'années fait que des films comme ça. La semaine prochaine, il est aussi dans un film de je ne sais plus son prénom, mais Richard, qui a fait Sélection officielle, qui est un film avec Bernard Menez, aussi hyper cheap, avec plein de gens, plein de vieux acteurs. C'est des mecs qui sont borderline Groland, mais ils n'ont pas sauté le cap, en fait, j'ai l'impression. Peut-être. Ah là, ça t'a scotché. Non, mais c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais s'il jouait dans Groland, ce serait un véritable succès. C'est peut-être l'acteur qu'il faut dans Groland. Bon, on va pas plus s'attarder là-dessus. On va donner je sais pas si on peut donner un prix. Bien sûr, il y a le principe de satisfaction du fait que combien vaut un film, et c'est ce qu'on essaye de déterminer ici. Mais il y a aussi le fait que je trouve que ce film est touchant. Tu vois, par exemple, je trouve que Alien, dans un tout autre registre, est touchant parce qu'il a été réalisé par un mec de 80 ans. Et qu'est-ce que ce mec de 80 ans essaie de me vendre? Et là, on a un mec de 70 balais qui a quand même vendu sa baraque pour tourner ce film, quoi. J'arrive pas à complètement détester ce film. Ce film est une énigme. J'aurais adoré le voir dans les années 70, peut-être, je crois, ce film. Moi, Allez, combien tu m'étonnes? Je déteste ce film, et je pense que je l'aurais jamais aimé à n'importe quelle époque. Cela dit, j'ai appris quelque chose dans ce film. J'ai appris l'article 1587 du Code civil, selon lequel on doit pouvoir goûter du vin et n'importe quel aliment dans un supermarché ou n'importe où, dans n'importe quel vendeur de victuailles. Ouais. Et en fait, c'est l'un des arguments du film. Et donc, ça leur permet d'aller faire des teufs dans les supermarchés en goûtant le vin.
Donc pour cette leçon prise sur le code civil, j'attribue 2 € à ce film. Et en tant que grand délinquant que tu es, tu vas le faire maintenant. Tu vas aller dans probablement tous les francs prix et tu seras là à vider les bouteilles. Et toi, Max, tu vides les bouteilles? Tu les balayes? Non, je crois que je les balaye. Je vais pas aller aussi loin. Moi, je vais mettre 1 € symbolique parce qu'il y a quand même un effort derrière qu'il faut saluer. Il y a sûrement, je pense que c'est un monsieur qui a mis beaucoup de lui-même, sûrement. Je pense qu'il a mis peut-être tout son cœur dans cette réal. Après, le fait est que j'ai pas ri une seule fois et que malheureusement pour une comédie, c'est quand même le critère principal, je crois. Moi, je vais donner 2 prix. Mon prix à moi, c'est-à-dire 1,50 €. Et ça, mon prix à moi ne vaut que mon avis. Mais par contre, si je suis un de ses potes, mon pote, je paye 15 € pour qu'il puisse continuer à faire des films. Parce que si je suis Jean-Claude Dreyfus ou Pinon ou Bigard, mais je lui achète une bagnole, je le finance ce type parce que ça doit être le mec le plus cool du monde. Ce mec est complètement farfelu. Donc on passe au reco. Je te sens aspiré, Max. Oui, alors écoute, moi j'ai pensé, c'est marrant, j'ai pensé pendant le film à un autre film que pour le coup j'avais beaucoup aimé, qui s'appelle L'incroyable destin d'Harold Crick, qui est un film de Mark Foster sorti en 2006 avec Will Ferrell, avec Maggie Gyllenhaal, Emma Thompson, Dustin Hoffman. Donc c'est l'histoire, donc c'est Will Ferrell qui est un inspecteur des impôts américain à Chicago, qui un beau matin entend une voix. Alors au début il pense qu'il est devenu complètement fou et en fait il s'avère que c'est une romancière qui est en train d'écrire son nouveau bouquin et Harold Crick est le personnage du bouquin et en fait ce qu'elle écrit c'est ce que Harold vit au quotidien. Elle lui écrit littéralement sa vie jusqu'au moment où il comprend qu'elle veut tuer son personnage et donc pour lui ça va être une grande quête pour essayer de sauver sa peau. C'est un film qui est très très drôle, qui est ultra intelligent. Donc voilà, je vous le recommande. Je parle de celui-ci parce qu'il y a ce délire de narrateur qui apparaît au milieu du film dans Vive la crise. Donc voilà, c'est le seul lien que j'ai vu, mais ça m'est venu à l'esprit assez rapidement. Et toi, Hugo, je pense qu'on va basculer dans les années 70. Non, les années 80. D'abord, je me joins à toi pour conseiller Harold Crick. Et je me dis que quitte à voir un film franchouillard et grivois, autant voir directement du Jean-Pierre Mocky. Et je vais conseiller Les Saisons du plaisir, un film de 1988. Et donc ça raconte une grande fête dans le château d'un grand parfumeur qui fête ses 100 ans et qui fête en même temps le fait qu'il va quitter sa boîte. Et donc il y a plein de gens de sa boîte qui sont invités et tout et qui se tirent un peu la bourre pour prendre sa place. Et en fait, tous les invités de son château, de sa fête, ont une obsession, c'est qu'ils ont envie de niquer, quoi. Et en fait, il y a une galerie de personnages. C'est plein de petites scénettes avec la crème du cinéma français qui essaie de baiser, quoi. Et donc il y a Jean Poiret, il y a Jacqueline Maillan, il y a Jean-Pierre Bacry, il y a Stéphane Audran, il y a tout le monde. Et c'est vraiment la quintessence de la grivoiserie française. Ils sont là pour Ken. Voilà, c'est ça. Donc je conseille plutôt ça si on veut voir ce genre de cinéma. Et moi, dans le genre film de passionné, mais en même temps critique sociale, c'est difficile d'avoir des satires sociales parce qu'en fait, le film social, en fait, les comédies françaises en général, ils se cassent les dents là-dessus. Et il y en a un que j'aime particulièrement. J'adore 9 mois ferme de Albert Dupontel, réalisé par lui-même et avec Sandrine Kiberlin, et qui est à la fois une espèce de fiction un peu cartoon puisqu'il y a quand même il y a quand même un meurtre au début et en même temps il y a une critique du système judiciaire et de la condition féminine que seul Albert Dupontel, qui lui est un cinéaste casse-cou, on va dire, il est toujours au bord de la falaise à chaque fois et je me demande comment il s'en sort. Et je trouve que ce genre de film est vraiment équilibré. Il arrive à trouver la justesse même de son propos. Voilà, si Daisy avait une espèce d'héritier, je pense que c'est Dupontel, et Dupontel est vraiment, vraiment très, très bon dans 9 mois ferme. Je me joins à toi. Joignez-vous à moi. Merci à Jules, le protestataire à la technique. Pour nous retrouver, MDR, c'est sur iTunes et sur toutes les applis dédiées, tous vos trucs à podcast, sur SoundCloud. Merci de vous abonner et de laisser des commentaires. Et j'espère qu'ils sont meilleurs que ceux qu'on a balancés. La semaine prochaine, on se retrouve avec une autre comédie, car ouais, il y a des comédies qui sortent pendant Cannes. Ouais, car on sait pas dans quel ordre tous nos MDR vont passer. Et puis, on sait que Cannes, c'est pas tellement la joie pour les comédies, mais nous, on sera là. À bientôt. Vous
Vous avez aimé ce que vous avez entendu ? Vous allez adorer Flashback avec moi, Antoine Julien. Et moi, Antoine Cyr. La seule émission entièrement consacrée à l'actualité des classiques du cinéma. On parle maintenant des rétrospectives et la première d'entre elles est consacrée à un très grand cinéaste, Monsieur John Borman. Avec des ressorties. Des rétrospectives. Des histoires de cinéma. Alors, c'est elle aussi, Joan Crawford, une star en déclin de l'âge d'or d'Hollywood. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'existe pas de personnalité qui soit plus opposée à Bette Davis que ne l'est Joan Crawford. Des livres et des DVD. Et bien sûr, des invités. Costa Gavras, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous dans Flashback. Un programme de séance radio à retrouver sur SoundCloud, iTunes et toute autre plateforme dédiée.